Sup Microtech, au cœur du futur, précisément. À présent que notre netlist a été importée avec succès, sans aucune erreur, que nous avons pu corriger les erreurs à l'exportation puis à l'importation, nous pouvons maintenant passer au placement. Pour ce faire, différentes méthodes s'offrent à nous. Nous pouvons faire un placement manuel, un placement rapide ou encore un placement automatique. Nous allons voir le manuel et le placement rapide. Lorsque nous cliquons sur manuel, une liste apparaît. Cette liste correspond à l'ensemble des composants présents sur notre schéma. Pour les placer, il suffit de cocher la case correspondante. Nous pouvons voir ici à quel symbole le composant correspond et le symbole apparaît attaché à notre curseur. Point de détail qui a été évoqué au moment de la création des empreintes. Le point d'attachement au curseur de l'empreinte se fait au niveau de son 0,0 qui a été défini lors de la création de l'empreinte. Nous pouvons la positionner où nous souhaitons. Lorsque l'on fait un clic droit, nous pouvons faire une rotation de notre composant, comme ceci. Nous refaisons un clic gauche pour valider. Nous pouvons aussi faire oups pour revenir en arrière, done pour valider, cancel pour annuler l'action en cours. Nous pouvons aussi faire un miroir. Alors, rappelez-vous, notre circuit est vu du dessus. Il comporte deux couches. La couche du dessus, en vert, et la couche du dessous, en jaune. Lorsque je positionne mon composant comme ceci, je vois que ces pastilles sont vertes. Je fais le rappel que ce composant est un composant monté en surface, donc les pastilles n'ont d'existence que sur une seule face. Lorsque je fais un clic droit Mirror, eh bien dans ce cas-là, vous voyez que les pastilles de mon composant sont devenues jaunes. En faisant ceci, j'ai donc défini la position de mon composant sur la face du dessous et non plus sur la face du dessus. Automatiquement, lorsque je sélectionne mes composants, ici par défaut, ils arrivent positionnés sur la face du dessus. Mais je peux, en faisant clic droit Mirror, les positionner sur la face du dessous. Donc ici, j'ai mon composant rattaché à mon curseur. Je vais le positionner sur ma carte. Une autre façon qui existe, au lieu de sélectionner les composants ici dans cette liste, c'est de les sélectionner sur le schéma. Il existe un lien dynamique entre mon schéma et mon circuit. Si par exemple je sélectionne un élément sur mon schéma, le microcontrôleur par exemple, eh bien vous allez voir qu'il apparaît directement attaché à mon curseur au niveau de mon placement. Ceci n'est vrai uniquement que lorsque vous avez cette fenêtre placement qui est ouverte. Vous pouvez faire des filtres en fonction de différentes grandeurs pour filtrer vos composants par rapport à ce que vous avez défini dans votre page de schéma. Un autre point de détail, ici, lorsque le composant a été placé, il apparaît vert avec un petit p comme placed. Lorsque j'ai terminé, eh bien, je peux faire close ou encore faire un clic droit done. Lorsque je reviens dans mon placement manuel, eh bien, les composants qui ont été placés n'apparaissent plus dans cette liste. Ce placement manuel, il est aussi disponible dans les icônes, donc ici, ou encore ici dans Place, composante manuelle. Une fois vos composants placés, vous pouvez très bien les déplacer comme vous le souhaitez. Pour ceci, vous pouvez soit utiliser l'outil Move, ici, et cliquer sur le composant que vous souhaitez déplacer. Vous pourrez alors, en faisant un clic droit, le tourner, comme vous le souhaitez, ou encore le positionner sur la face du dessous, si vous le souhaitez. Pour s'assurer que vous n'allez sélectionner, alors une fois fait, vous validez en faisant clic droit, Done. Pour vous assurer que vous allez sélectionner uniquement que vos packages, que vos empreintes sur votre carte, vous pouvez, ici dans le filtre, vous positionner sur Placement Edit.
Vous avez vu que lorsque j'ai sélectionné Placement Edit ici, la liste est apparue dans le volet Options. Un point très important dans ce logiciel est de garder ce volet Options à portée de main, car systématiquement, lorsque l'on va choisir une option dans le logiciel, ou plutôt une action à réaliser, eh bien, les options de réglage s'afficheront dans ce volet Options. Je vais positionner mon volet Options de telle façon à le voir en permanence. Je vais enlever la fenêtre de commande qui n'est pas utile dans mon cas, le View de l'ensemble non plus, et je vais positionner mon volet Options ici, en dessous de mon Design Workflow. Alors comme ceci par exemple, et puis je vais ajuster, voilà. Comme ça, je suis sûr de toujours avoir mon volet Options qui est ouvert et je verrai tout le temps où j'en suis dans ces options-là. Alors, comment fait-on si l'on souhaite retirer les composants de la carte? Alors, il suffit de les sélectionner, par exemple en faisant un rectangle tout autour. On fait un clic droit sur les composants et attention, pour les retirer de la carte, on ne fait pas un delete. Donc, c'est-à-dire, on ne va pas cliquer sur la poubelle, surtout pas. On fait un Unplace Component. Le fait de faire un Unplace Component va renvoyer les composants dans la liste de placement. Comme ceci. Et ils vont retourner dans leur liste de placement. Alors, vous avez vu ce menu-là parce que j'étais dans le filtre Placement Edit. Si je me remets dans le filtre Général Edit, par exemple, et que je sélectionne tout, hop, comme ceci, et que je fais un clic droit, vous voyez que le menu est un petit peu différent. Comme je suis dans Général Edit, je peux tout sélectionner. Donc le logiciel me filtre par élément les éléments que j'ai sélectionnés, c'est-à-dire les symboles, les nets, les broches, les lignes, les plans, et ainsi de suite. Et je retrouverai donc mon Unplace Component dans la catégorie Symboles, ici. Comme ceci. Il est aussi possible d'utiliser Quick Place pour positionner mes composants. En fait, cet outil-là va positionner l'intégralité de mes composants sur mon espace de travail et il me reviendra de les déplacer pour les positionner sur ma carte, plutôt que de les sélectionner depuis une liste. Alors ici, je vais sélectionner de placer tous mes composants. Je vais les positionner ici à gauche de ma carte et je vais cliquer sur Place. Et normalement, mes composants, comme je peux le voir ici, ont été placés sur la gauche de ma carte. Pour les déplacer, il me suffira donc de venir ici, par exemple, dans mon filtre de placement, et puis de sélectionner chacun de mes composants pour les placer sur ma carte. Alors, quelques explications sur ce qui est visible sur ce placement. Vous pouvez voir différents fils bleus entre chacun de mes composants, ou chacune exactement des pastilles de mes composants. En fait, ces fils bleus représentent les liaisons électriques que je vais devoir dessiner lorsque je vais dessiner mes pistes. Pour info, ces liaisons-là s'appellent les RATSNet. Ces RATSNet peuvent être activés ou désactivés à l'aide de ces icônes. Ici, je peux les désactiver. Ici, je peux les réactiver. Parfois, il est plus simple de les désactiver lorsque l'on fait le positionnement. Si je les désactive, par exemple ici, au moment où je sélectionne un composant, je verrai uniquement le RATSNet correspondant au composant que j'ai sélectionné. Vous pouvez voir ici un papillon rouge. Ce papillon rouge correspond à une vérification des règles de design qui se fait automatiquement en ligne. Par exemple, celle-ci me dit que mon package ne se trouve pas dans ma zone de keeping spacing. Donc, c'est-à-dire simplement, en fait, mon composant est en dehors de la carte, pour le dire plus simplement. Donc, la valeur actuelle, elle est 0 mm, voilà, alors que la contrainte serait de 0 mm. Donc, évidemment, dans notre design, l'objectif, c'est d'avoir aucune erreur de règle de design. Si vous en avez malgré tout, c'est peut-être que les contraintes de votre design ont été mal évaluées et qu'il faudra les réévaluer par la suite, c'est-à-dire l'espacement
mini, par exemple, entre les composants, entre les pattes de composants, entre les pistes, etc. Donc ça, nous verrons ça un petit peu plus tard dans les explications. Le placement des composants, c'est à la fois une science et un art qui demande beaucoup de patience et beaucoup de persévérance. De manière générale, ce que nous pouvons faire, c'est positionner les composants. Donc nous connaissons déjà la position, c'est-à-dire ici par exemple les connecteurs. Les connecteurs, nous savons que nous voulons les mettre sur les bords. Le port USB doit se retrouver sur un bord. Le connecteur de debug sur un bord aussi. Et ensuite, pour positionner les composants sur ma carte, je suivrai la règle suivante. Je partirai du composant qui est le plus gros et ou qui a le plus de connexions en allant vers les composants les plus petits et ou qui ont le moins de connexions possible. Avec cette règle simple, en ajoutant le fait que je vais essayer de câbler comme mon schéma a été constitué et en essayant de minimiser les longueurs des connexions entre les différents éléments. Voilà les quelques règles de base à respecter lorsque l'on va dessiner notre circuit imprimé et lorsque l'on va positionner nos composants. Le RATSNet va nous servir à essayer de positionner nos composants au mieux pour éviter ici que les fils se croisent au maximum. Alors, évidemment, ce n'est pas toujours possible. Donc, comme vous pouvez le voir ici, par exemple, ici, ça ne serait pas très bien positionné. Il faudrait que je le retourne encore une fois. Alors, je ne vais pas y arriver comme ça. Voilà, comme ça, c'est mieux. Et là, on voit qu'on a, par exemple, moins de connexions qui se croisent. Alors, on voit aussi que j'ai vu petit pour la dimension de ma carte, puisque mon connecteur est un petit peu plus grand que ma carte. Je vais donc en profiter pour faire la modification tout de suite. Donc ici, dans Database Préparation, Board Outline, Create, Automatically, et ici, je vais pouvoir modifier la taille de ma carte. Alors je vais mettre pour que ça fasse à peu près un petit peu plus que la taille de mon connecteur, et je fais OK. Donc voilà la base de ma carte. Il est possible de modifier les options de sélection du curseur ou de visibilité du curseur pour faciliter l'alignement des différents composants. Pour cela, nous pouvons aller dans Setup User Preferences et dans Display, choisir Align Guides, choisir Enable Dynamic Alignment, ici. Nous pouvons le rajouter dans les favoris, et à ce moment-là, il restera ici dans My Favorites pour simplifier la recherche. Et dans Curseur, nous pouvons choisir un curseur infini, et mettons-le aussi dans nos favoris. Je vais faire appliquer, OK, et vous allez pouvoir voir que maintenant, mon curseur se comporte de lignes infinies. Lorsque je vais sélectionner un composant, vous voyez des lignes violettes qui vont apparaître pour m'indiquer l'alignement avec les autres composants de mon design. Donc par exemple ici, si je choisis Rotate, vous voyez que, hop, ici, j'ai un alignement avec mon autre connecteur. Et ainsi, je peux, de façon simplifiée, aligner mes composants. Alors, vous pouvez voir que ici, j'ai un carré noir qui apparaît au milieu de ma croix. Alors, c'est un bug d'affichage sur mon ordinateur. Je vais donc retirer la vue infinie. Ici, donc je les ai enregistrés dans mes favoris. Et je vais revenir à un curseur classique pour ne pas avoir ce bug-là. Mais j'ai gardé par contre l'alignement dynamique qui est plutôt très intéressant dans mon cas. Donc vous voyez, je peux par exemple aligner ce composant avec ce composant et ainsi de suite. Je vais maintenant poursuivre par le placement de quelques composants de façon assez rapide pour vous montrer
la suite des opérations. Alors, je vais placer par exemple ces 3 composants-là et je vais zoomer ici uniquement sur ma carte. Alors, si je suis mon design workflow, j'ai fait le placement. Ici, je peux aussi définir mes contraintes, mais je reviendrai là-dessus après. Je veux vous montrer les interconnexions, ici, avec le routage manuel que l'on peut trouver ici. Nous pouvons aussi trouver ce routage manuel dans les icônes que vous allez retrouver ici dans Add Connect. Donc si je clique sur Add Connect, alors je ne suis pas dans mon mode. Voilà. Maintenant, donc le Add Connect a une existence dans le General Edit, dans le mode General Edit, ou encore dans le mode Etch Edit. Donc si je choisis Add Connect dans le mode général, j'ai accès dans le volet options à ce que vous pouvez voir ici. Les couches, le type de ligne, le type d'angle. Ici, je vais me positionner à 45 degrés. Le meter, la largeur de piste, le type de routage que je vais avoir et quelques autres options. Alors, si par exemple, je fais un routage en 0,5 mm, comment est-ce que ça va se passer? Eh bien, lorsque je vais cliquer sur un de mes éléments, ici, automatiquement, le logiciel va prendre en compte le point de départ, donc va remplacer un des RADSNet par une piste. La couleur de la piste me dira sur quelle couche elle est, donc ici verte, elle est sur le dessus. Si je veux changer de couche, je peux faire un clic droit, Change Active Layer. Voilà. Je peux cliquer aux endroits où je souhaite faire des coudes. Et vous voyez que j'ai un petit fil vert fin qui me montre où je dois aller. Donc ici. Lorsque j'ai terminé de faire la piste, le logiciel automatiquement finalise. Vous pouvez voir aussi que sur chacune des pastilles, vous avez le nom de l'équipotentiel. Donc ici 0 pour ma masse, ou sur chacune des pastilles, vous pouvez voir les noms que j'ai mis dans mon schéma, PA6, PA7 et ainsi de suite. Si vous cliquez sur un fil de votre schéma, les différentes connexions se mettront en surbrillance sur votre carte. Donc ensuite, nous devons câbler l'intégralité de notre carte. Alors, par exemple, ici, on voit que ma piste est trop large. Je vais donc la diminuer. Alors, à 0,254, je peux même être un petit peu au-dessus. Je pense que 0,3 doit passer. Voilà. Et quand je ressors, je peux très bien ici l'augmenter à la sortie de mon circuit pour aller jusqu'à ma piste. Alors, vous voyez qu'ici, j'ai encore des problèmes de règles de design. Donc, nous réglerons ça par la suite. Je vous ai montré comment dessiner des pistes sur une couche. Maintenant, comment faire pour dessiner des pistes qui passent d'une couche à une autre? Eh bien, recommençons donc une nouvelle piste ici. Alors, par défaut, le logiciel vous garde les différentes largeurs que vous avez déjà effectuées. Donc ici, je vais repartir en 0,3. Et imaginons que voilà, je vais faire cette piste-là. Imaginons maintenant que je souhaite faire cette piste-là. Alors, je ne vais pas faire celle-ci. Je vais plutôt faire une du dessus. Donc, je vais plutôt prendre alors celle-ci. Voilà. Donc là, vous voyez que automatiquement, le logiciel tente de me proposer des solutions. Vous voyez que si j'essaye de passer de l'autre côté de cette piste, le logiciel va contourner, donc automatiquement. Et ça va dépendre de ce que vous avez choisi ici dans Bubble. Ensuite, si je souhaite positionner
un trou métallisé pour passer sur la couche du dessous. Eh bien, il me suffit simplement de cliquer à l'endroit où je veux positionner mon trou métallisé, de faire un clic droit et de faire Add Via. Et vous voyez que j'ai un trou métallisé qui est apparu, qui est défini ici, que j'ai défini au moment où j'ai créé mon circuit, que je peux modifier à tout moment dans la partie contrainte que l'on verra un petit peu plus tard. Il est possible de positionner le via en faisant aussi un double clic. Donc si je double-clique ici, vous voyez que j'ai mon via qui est apparu. Alors, une fois que j'ai fait mon dessin de piste, à tout moment, je peux déplacer chacun des éléments. Ici, dans le filtre, si je ne veux que retoucher la partie conductrice, je me mettrai en Etch Edit. Et dans le mode Etch Edit, je vais pouvoir déplacer toutes mes pistes et mes morceaux de pistes comme je le souhaite. Voilà, par exemple. Cette piste-là. Donc je peux tout réaménager mes différentes pistes. Si une piste n'a pas la largeur que je souhaite ou je souhaite faire des modifications par la suite, je peux modifier toutes les parties les unes après les autres. Donc par exemple, ici on voit que par défaut, je sélectionne les tronçons de piste. Ici, dans le filtre, je peux aussi choisir directement le Connect Line. Dans ce cas-là, lorsque je vais sélectionner, vous voyez que j'ai toute la ligne de connexion qui sera sélectionnée d'un coup. Si je choisis Cline Seg, je choisirai segment par segment. Si je choisis Net, je choisirai toute la ligne, tout le potentiel, toute l'équipe potentielle de ma carte. Alors, je vais revenir ici sur Off. Si je souhaite changer, par exemple, l'épaisseur d'une de mes pistes, alors, hop, je fais un clic droit sur une piste, et ici, je peux faire, donc, dans ma liste, Change Width. Et ici, donc, le logiciel me signifie que l'épaisseur de ma piste est de 0,5. Je pourrais, par exemple, ici, le passer à 1 mm. Et je peux gérer ça comme ceci, piste par piste. Lorsque je souhaite déplacer des composants avec leur piste embarquée, alors il est tout à fait possible de déplacer les composants, même lorsque l'on a défini ou dessiné une partie des pistes sur ces derniers. Alors comment il faut procéder? Ici, avec l'outil Move, vous voyez que dans les options, vous avez ces trois cases, Rip Up Edge, Slide Edge, Straight Edge. Si vous ne touchez à rien, le logiciel déplacera l'empreinte sans déplacer aucune de vos pistes. Si vous cliquez sur Rip Up Edge, lorsque vous cliquez sur votre composant, toutes les pistes seront retransformées en RatsNet, c'est-à-dire qu'elles seront supprimées. Si vous cliquez sur Slide Edge, au moment de le déplacer, vous voyez que mes pistes vont se déplacer avec mon composant. Et si vous cliquez sur Stretch Edge, eh bien, les pistes seront étirées avec le composant. C'est le même principe pour la rotation. Si je fais Slide Edge, que je choisis une rotation par exemple incrémentale avec un angle, je ne sais pas, par exemple de 45 degrés pour faire l'exemple. Le point, c'est, on choisit soit c'est le centre du symbole, le centre du symbole, l'origine, user peak. Alors là, je vais choisir par exemple body center. Alors si je fais ceci, que je souhaite faire une rotation, vous voyez que donc là, je peux tourner de 90 degrés par rapport au centre de mon symbole et que les pistes vont suivre avec l'empreinte. Ici, je fais Cancel. Une fois que j'ai terminé, je valide en faisant un clic droit, Done. Bon, ici, je n'ai rien changé, donc je n'ai rien à valider.
Un point important, parce que le circuit imprimé, dessiner du circuit imprimé, c'est savoir recommencer un certain nombre de fois jusqu'à ce que les choses commencent à être correctes. Moi, j'estime qu'il faut, au moins lorsque l'on débute, refaire sa carte au moins 3 fois pour être sûr qu'elle soit correctement faite. C'est-à-dire, on va jusqu'au bout, on route tout, et après, on sauvegarde, on fait un nouveau fichier, on fait un save as, ici, dans File, Save as, on fait une nouvelle version, par exemple My First PCB V2, et on recommence. Alors, comment fait-on pour retirer les composants, les pistes, et ainsi de suite? Alors, vous avez déjà une partie de la solution. Lorsque je reviens en General Edit ou en Placement Edit, je peux déjà sélectionner l'intégralité de mes composants, faire un clic droit, aller dans Symbole et faire Unplace Component. Vous pouvez faire aussi la même chose en étant dans Placement Edit. Dans ce cas-là, si vous êtes dans Placement Edit, vous aurez directement le menu ici avec Unplace Component. Ça revient exactement au même. Donc j'ai renvoyé tous mes composants ici dans mon listing de placement. Ensuite, pour les pistes, je vais aller dans Etch Edit, choisir Connect Line ou Client Seg, sélectionner, et là, cette fois-ci, je fais clic droit Delete, ou encore ici, je viens cliquer sur la poubelle. Vous voyez qu'il me reste plus que mes trous métallisés. Eh bien, je refais la même opération en sélectionnant Via, je sélectionne mes Via, et je viens les supprimer. Et je suis prêt à recommencer, à placer mes composants et à faire le dessin de mes différentes pistes. Revenons en arrière juste un instant pour vous montrer une autre fonctionnalité. Lorsque vous positionnez vos composants sur la carte, à tout moment, vous avez accès à la modélisation 3D qui peut vous aider à positionner au mieux vos composants ou en tout cas avoir une idée de à quoi ressemblent ces différents composants. Donc comme vous pouvez voir ici par exemple, je peux voir que les connecteurs que j'ai positionnés ne sont pas positionnés ici sur la bonne face. Vous pouvez voir la taille des différents composants. Lorsque je clique sur un composant ici, il est sélectionné sur le 3D, il est sélectionné automatiquement sur ici ma carte et aussi sur mon schéma. Le lien est dynamique entre les différentes vues que nous pouvons avoir entre la vue du 3D, le schéma et la vue du circuit. Ici, je peux aussi repositionner, donc je peux voir soit toute la carte, soit un seul device, et je peux aussi repositionner device par device. Je peux aussi changer les couleurs, donc comme par exemple ici, le port USB, je peux le remettre par exemple en gris. Donc ça peut me permettre de me faciliter, on va dire, le positionnement. Ici, au niveau de la visibilité, je peux choisir les différentes couches que je vois. Donc ici, par exemple, je peux retirer le seal screen, le pass mask, le solder mask top des deux couches pour ne voir uniquement que mes pistes conductrices. Voilà à quoi ressemblerait, par exemple, ici, ma carte. Donc il ne faut pas hésiter d'utiliser cette visualisation 3D pour se faciliter la conception de la carte. Évidemment, le plus simple, c'est d'avoir soit un écran avec une superficie et une résolution suffisamment importante pour pouvoir travailler sur 2 écrans, sur 2 fenêtres à la fois, ou encore avoir 2 écrans qui facilitent le travail sur ce logiciel-là. Alors, passons maintenant au réglage des contraintes que nous avons sautées tout à l'heure. Alors, les contraintes vont être ici. Nous avons différentes possibilités de réglage, les modes, le physique, les espacements d'une seule et même net. Donc, un même net, c'est ce qu'on appelle un net, c'est une piste. Les propriétés électriques et les propriétés de fabrication. Tout ceci, on va aussi le retrouver ici, dans le Contraint Manager.
ou encore setup contrainte. Alors, allons voir ce que nous avons dans ce contrainte manager. Lorsque l'on clique dessus, le contrainte manager nous ouvre une nouvelle fenêtre dans laquelle va être listée l'intégralité des contraintes. Ces contraintes, nous pouvons les exporter ou nous pouvons les importer. C'est un point très important. Pourquoi ? Parce que avec ces contraintes, en fait, nous pouvons définir, par exemple, des contraintes de fabrication maximales qu'on peut atteindre chez tel ou tel fabricant. Et on peut faire un fichier, par exemple, par fabricant ou par rapport à nos propres moyens de fabrication. Donc nous allons passer item par item. Donc déjà, nous avons la partie électrique. Donc nous avons les différentes parties où nous allons câbler les impédances. Nous allons pouvoir régler les vitesses de propagation, les longueurs totales de gravure et les paires différentielles. Ici, nous n'en aurons pas et nous verrons ça. Ce sera l'objet de futures vidéos sur les fonctionnalités avancées. Nous pouvons faire ça aussi net par net. Alors, toute la puissance de cet outil-là, c'est que systématiquement, on peut régler les choses élément par élément. Donc ici, nous avons les noms de chacune de nos nets. Alors, celle que nous avons nommée, qui comporte déjà un nom dessus, et les numérotations automatiques du logiciel de schéma, qui généralement commence par N0 avec un chiffre. Donc on peut faire tous les réglages ici que l'on souhaite. Pour la partie physique, nous allons pouvoir régler les différentes épaisseurs de pistes possibles sur notre carte. Donc nous pouvons voir ici l'épaisseur minimum que nous avons rentrée au moment de la création de notre carte. Nous allons pouvoir aussi régler les coudes, la partie paire différentielle si nous en avions, donc ici ce n'est pas le cas. Et c'est ici aussi que nous allons définir les vias accessibles depuis la partie routage de notre carte. Par exemple, si je clique sur Via, ici, j'ai une fenêtre qui s'ouvre dans laquelle je peux définir les différents vias accessibles lorsque je fais le routage de mon design. Ici, j'ai le via par défaut et le via que j'ai sélectionné au moment de la création de ma carte. Et je peux sélectionner n'importe quel via à l'intérieur de cette bibliothèque pour l'ajouter à ma liste de via accessibles. Donc ici, je peux filtrer par name. Alors, je peux mettre par exemple pad étoile. Voilà, et je pourrais par exemple mettre un via plus gros, comme celui-ci. Donc si je souhaite l'ajouter, je double-clique dessus et je l'ajoute. Alors, je peux mettre par ordre de priorité. Donc si par exemple je veux celui-ci, après je veux celui-ci, je peux régler ici comme je le souhaite. Ici, je valide en faisant OK. J'ai aussi un rappel de à quoi ressemble ma carte ici. En ce qui concerne les line widths, par défaut, ici, donc je peux voir que j'ai 0,2 mm. Je peux le régler par couche, ici, sur les couches. Je peux le régler par net. Et ça, c'est très intéressant, puisque ça va me permettre, en fait, de définir si j'ai, par exemple, des nets de signaux où je peux mettre une piste de faible largeur. Je vais pouvoir le traiter par groupe. Sur mes alimentations, je vais pouvoir définir un minimum plus élevé, et ainsi de suite. Je peux aussi le faire par région si j'ai défini des régions. Alors ici, ce n'est pas le cas, mais nous verrons ça dans une utilisation avancée du logiciel. Ensuite, l'espacement. L'espacement va me permettre de définir les limites que je ne souhaite pas dépasser en termes d'espacement entre les différents éléments sur ma carte. Les différents éléments sont listés ici. Donc vous avez les lignes, donc à savoir les pistes. Vous avez les broches traversantes, les broches SMD, donc montées en surface, les broches de test, les vias traversants, les vias enterrés ou bornes,
les vias de test, les plans de masse et les trous. Systématiquement, donc c'est la même architecture que précédemment, et vous pouvez voir que vous avez une flèche ici. Lorsque vous appuyez sur cette flèche, ici, vous pouvez déplier l'intégralité du tableau qui vous donne accès à chaque valeur entre la ligne et les autres éléments. Donc, à savoir, si vous voulez, entre une piste et une autre piste, vous avez défini ici que sur le top et le bottom, vous ne souhaitiez pas avoir moins de 0,4 mm. Entre une ligne et une broche traversante, idem, et ainsi de suite. Et vous pouvez faire ça pour chaque élément de votre carte. Comme précédemment, nous pouvons aussi faire ces réglages net par net. Donc, on peut très bien avoir une piste que l'on souhaite avoir plus éloignée que les autres de tel ou tel élément, et ainsi de suite. Donc, vous pouvez tout régler ici. Lorsque vous faites votre routage, c'est-à-dire que vous dessinez vos pistes, automatiquement, le logiciel va essayer au mieux de respecter les contraintes que vous aurez définies ici. Si elles ne sont pas respectées, il apparaîtra alors les papillons rouges de vérification de règles de design, vous disant que vous avez une erreur par rapport à vos règles de design. Nous pouvons aussi donc le faire par les classes, par les régions ou par les couches, entre couches. Donc, c'est-à-dire qu'ici, vous avez un tableau où vous allez pouvoir cocher donc, les différences entre une couche 1, par exemple, et une couche 2, ici. Ensuite, nous avons les espacements entre une seule et même piste. Donc, c'est toujours le même principe, sauf que cette fois-ci, ça concerne une piste en vis-à-vis d'elle-même. Ensuite, nous avons les contraintes de fabrication, dans lesquelles nous allons pouvoir régler un certain nombre de choses, mais nous verrons ça au moment de la fabrication. Nous avons les propriétés, ici, donc les propriétés générales. Pour chacune de vos nets, vous avez la possibilité de ne pas afficher le RADSNet. C'est parfois le cas, par exemple, avec le 0. Si on souhaite le noyer dans un plan de masse, on peut cacher le RADSNet. Il suffit de cocher cette case ici. On peut l'affecter, du coup, par exemple, à un plan de masse. Donc, c'est ce que nous allons faire dans notre cas. Nous allons l'affecter ici au plan de masse. Nous pouvons le demander de ne pas router, d'être fixe, donc c'est-à-dire de ne pas pouvoir le déplacer, et ainsi de suite. On peut faire aussi un certain nombre d'exceptions, ici. Ensuite, nous avons les propriétés des composants, donc leur placement, où est-ce qu'ils se situent. Lorsque l'on déplie, vous voyez que, par exemple, on peut voir que cette empreinte-là, utilisée par C3, elle a une origine, est-ce qu'elle est tournée ou pas, et ainsi de suite, donc on peut tout vérifier. La partie thermique, donc on peut remplir ici les dissipations, on peut remplir les résistances thermiques, et ainsi de suite. Le swapping, alors le logiciel vous permet éventuellement d'échanger les broches d'un composant lorsque ça va vous permettre de simplifier votre câblage. Lorsque, par exemple, un composant n'est pas polarisé, ou vous avez un connecteur, vous pouvez très bien échanger la broche 1 et la broche 3, par exemple, eh bien, vous pouvez le faire ici. Ensuite, nous avons les pin properties, où nous avons, eh bien, pour chacun des composants, le pad et quelle propriété il va avoir. Donc ici, on peut définir donc, si c'est une borne d'alimentation, si on souhaite ne pas le mettre dans les vérifications de règles de design, et ainsi de suite, si on souhaite qu'il n'y ait pas de connexion, qu'il n'y ait pas de connexion au plan de masse. Donc on peut régler ça broche par broche sur chacun de nos composants. Alors on peut en ouvrir un autre, par exemple, pour regarder à quoi ça ressemble. Voilà. On a aussi les propriétés des plans de masse, où on aura là-dedans eh le type de connexion que l'on a par rapport au plan de masse.
Et puis, si on a ou pas des connexions thermiques, le vide pour effectuer le vide entre la pastille et puis le plan de masse, et ainsi de suite. Donc tout peut être aussi réglé ici. Et puis aussi les options de fabrication. Et enfin, pour terminer, nous avons les vérifications de règles de design ici. Donc que nous pouvons lancer ici. Donc vous voyez, par exemple, là, je peux avoir donc ici le navigateur de mes différentes erreurs que j'ai pour l'instant sur mon design. Donc par exemple, ici, je vais avoir tous les problèmes d'espacement. Voilà, les problèmes de package, par exemple, ici, qui sont placés en dehors de la zone de placement, et ainsi de suite. Voilà, nous avons fait le tour de la partie réglage des contraintes. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup de choses dans cette feuille de contraintes. Il faut y passer beaucoup de temps. Moi, je conseille au début de garder un petit peu, de régler au fur et à mesure qu'on voit qu'on a des problématiques par rapport aux espacements ou par rapport à ces règles de design, et augmenter ou diminuer les distances au fur et à mesure et voir l'effet que ça va avoir sur notre design. Et c'est ce que nous allons faire ensemble de toute façon. Alors, je ferme maintenant cette fenêtre et je reviens ici sur mon design. Alors, à tout moment, dans mon design, je peux vérifier où est-ce que j'en suis en allant dans Check, Design Status, et ici, je peux avoir un résumé du temps que j'ai passé sur mon design, du nombre de symboles qui n'ont pas été placés, du nombre de nets qui n'ont pas été routés, du nombre de connexions qui n'ont pas été réalisées. Alors, si vous posez la question entre quelle est la différence entre net et connexion, net, c'est l'intégralité de la piste, alors que connexion, c'est l'interconnexion, donc entre deux pads successifs. Au niveau des plans de masse, est-ce que l'on a des îlots, donc c'est-à-dire des morceaux de plans de masse qui ne sont connectés à aucun potentiel? Est-ce qu'on a des plans de masse qui ne sont assignés à aucun potentiel? Est-ce qu'on a des plans de masse qui doivent être mis à jour? Et les vérifications des règles de design. Alors, il faut savoir que systématiquement, vous pouvez cocher la petite case ici, et vous aurez une liste des coordonnées ici de là où vous avez un problème. Non. Et si vous cliquez sur la coordonnée, sur votre schéma, il va vous positionner au centre de votre, de votre vue du design. Il vous positionnera à l'endroit des coordonnées. Idem pour, si vous voulez, les règles de design. Vous pouvez les avoir listées aussi ici. Et à tout moment, vous pouvez faire un refresh pour voir où vous en êtes. Évidemment, l'objectif, c'est qu'à la fin de la réalisation de votre carte, ici, tous les voyants soient au vert. Voyons maintenant comment insérer un composant mécanique à notre design, tel que trou de fixation ou encore radiateur, dissipateur thermique, et ainsi de suite. Nous allons dans le menu Place. Ici, donc, nous avons soit directement Mechanical Symbol, soit ici, Drawing Symbol. Donc nous allons choisir Mechanical Symbol ici, et nous avons directement un certain nombre ici de composants mécaniques. Ici, nous pouvons choisir si nous allons lire dans la base de données, c'est-à-dire dans notre projet, ou encore dans les librairies. Alors, il existe assez peu de composants mécaniques par défaut, mais nous pouvons les créer à la demande. Par exemple, ici, nous avons des composants mécaniques du type trou de fixation. Donc ici, si je veux mettre, par exemple, le trou de fixation le plus petit, exactement comme pour les autres symboles, je coche le symbole et je viens le positionner où je souhaite sur ma carte. Évidemment, ce symbole-là n'a aucun lien électrique avec le reste de ma carte. Je peux ici, d'ailleurs, dans Place, aller dans Update Symbols. Si jamais, à un moment ou à un autre, j'ai édité mes empreintes alors que j'avais fait ma carte et que je souhaite les mettre à jour, c'est tout à fait possible.
Donc je peux choisir ici dans les listes quelles empreintes je souhaite mettre à jour. Et ici, je peux faire un refresh pour me remettre à jour toutes mes empreintes. Si je souhaite uniquement, par exemple, mettre à jour la modélisation 3D, je peux cocher uniquement Update State Mapping Data Only. Et dans ce cas-là, je mettrai à jour uniquement les paramètres, enfin le 3D associé à chacun de mes symboles. Voilà pour cette première, pour la fin de cette deuxième partie, deuxième vidéo. Donc la suite sur la suivante. Sup Microtech, au cœur du futur, précisément.